Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 3 mois après sa disparition, une femme accouche en pleine captivité selon ses ravisseurs, sans exiger la moindre rançon et sans donner des réelles informations sur leur motivation. Ces ravisseurs ont plongé la famille de cette dame dans le désarroi total. Au moment où les enquêtes peinent à élucider ce mystère, la famille et le compagnon de cette femme, suspecté d'être impliqué dans le kidnapping, se rejettent les responsabilités. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Dans l'escale internationale, l'Afrique peine à sortir du sous-développement, la faute à l'extraversion de ses politiques publiques et surtout le manque de leadership. C'est du moins le regard du professeur Jean-Emmanuel Pondy, intellectuel africain de renommée internationale, critique les politiques menées par les dirigeants et le manque d'implication des Africains dans les différentes stratégies pour sortir du sous-développement. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela fait 3 mois qu'une femme enceinte est portée disparue à Douala. Selon sa famille, des ravisseurs ont affirmé que leur fille a accouché en captivité, mais ils n'ont exigé aucune rançon jusqu'ici. Au regard des circonstances troubles de la disparition de cette femme, sa famille accuse son compagnon, un homme en tenue, d'être impliqué dans cet enlèvement. Faux, retorque le mis en cause, qui lui aussi accuse la famille d'être responsable de la disparition de sa conjointe. Comment en est-on arrivé là? Où en sont les différentes enquêtes policières et judiciaires? Nos reporters ont mené leur investigation. Junior Haïssi et Eric Watat, voici leur enquête. Enceinte, Vanessa de Mamgam est perdue de vue depuis le 31 juillet dernier. Désemparée, la famille ne sait plus où donner de la voix. L'une de ses filles a perdu la voix. La jeune dame disparaît alors qu'elle faisait des courses avec son conjoint. Ils sont partis à la banque, aller retirer l'argent, aller au marché Dakar pour finir les petites finitions pour l'accouchement. Ils ont pris la même moto pour faire toutes ces transactions. Et en rentrant maintenant, elles devaient continuer pour aller à l'hôpital. Ils ont pris la même moto, arrivé à leur entrée à CC, 3 étages. Bon, il est descendu, demandé à la moto de continuer avec elle qui part à la maison. Elle a dit que dès que j'arrive à l'hôpital, je t'appelle. Bon, il est resté qu'il a attendu aussi qu'elle appelle, elle ne lui est pas appelée. À terme, la dame de 28 ans vivait en concubinage depuis plus de 6 ans déjà au quartier Dakar avec Benjamin Beda, fonctionnaire de police. Las d'attendre, il va vers la mère de la fille. Elle est où maintenant? Il dit qu'il ne connaît pas. Que depuis là, il appelle sur son téléphone, ça ne passe pas. Quelques jours plus tard, devant la porte des parents de la fille, des lettres y sont déposées. C'est là où je trouve la première lettre qui parlait qu'on a seulement kidnappé ma fille. Et c'est les 2 frères de son mari là qui l'ont kidnappé. Dans celle-ci, 2 prénoms reviennent. Barthélemy et Magloire, supposés être les frères du conjoint. L'auteur des dites lettres, dont la deuxième est un manuscrit, revient sur la méthode d'enlèvement employée. Aussi ajoute-t-il qu'il n'est qu'un exécutant, car la tâche, il l'a fait moyennant une somme de 750 000 francs CFA. 550 000 francs CFA déjà encaissés, il attend un reliquat de 250 000 francs CFA. Également, l'auteur des lettres révèle que la jeune dame aurait donné naissance à un garçon, que cette dernière supplierait que le bébé soit remis à sa famille. Déplorant l'état précaire de santé de Vanessa, il demande beaucoup de prières pour cette dernière. La famille croit alors à un enlèvement. Des plaintes contre inconnus pour kidnapping sont déposées à la brigade de recherche de Douala 2, chez le procureur de la République du Cameroun, à la délégation régionale de la Sûreté nationale du littoral et à la sécurité militaire, CEMIL. Le conjoint Benjamin Beda
pense que sa belle famille a gardé sa conjointe pour lui réclamer la dot. Le mari de la fille dit que c'est moi et ma cousine là qui avions kidnappé l'enfant pour qu'il vienne doter. Que depuis combien de temps qu'il avait l'enfant, on lui a demandé quelque chose, rien. On lui a même pas demandé de venir doter puisque ce sont les enfants encore, de chercher encore. On lui a rien demandé comme dot. Il dit que... Rencontré, celui-ci, n'ayant pas souhaité être filmé ou enregistré, revenant sur quelques faits avant la disparition de sa conjointe, il ne veut pas croire à de simples coïncidences. Alors qu'ils allaient faire des courses, suite aux contractions de fin de grossesse, il laisse sa conjointe sur une moto en direction de l'hôpital de Logbaba. Des heures plus tard, inquiet, il appelle celle-ci qui ne décroche pas. Mais, via son numéro de téléphone, il reçoit des SMS lui signifiant qu'elle a été kidnappée. Aussi, ajoute-t-il, Vanessa de Mangam, sa conjointe, était devenue très jalouse. Alors, il estime que celle-ci pourrait lui faire un coup pour lui signifier son mal-être suite à des SMS peu orthodoxes qu'elle a trouvés dans son téléphone portable. Une procédure judiciaire est en cours contre la famille, initiée par le conjoint. Parlons à présent des infrastructures routières, notamment dans l'arrondissement de Melon, une zone rurale qui a mal à ses routes. Le réseau routier est fortement dégradé. Il empêche les populations de vaquer à leurs occupations et de pouvoir écouler les produits agricoles. Le village croupit dans le sous-développement au grand désarroi des populations. D'autres précisions avec Cyril Ndjemba et Julingue Nyondé. Roulement de tambour pour inviter tous les habitants du village Ninon à se munir du matériel de travail afin d'aller affronter le mauvais état de la route. Des bourbiers à n'en point finir, route caillouteuse. Nous sommes dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo, région du littoral. Ici, les populations broient du noir face à la dégradation avancée de leur axe routier. Aucune voiture, gros porteurs ou encore les motocyclettes n'échappent au piège de cette route reliant le centre urbain à Melon sur une distance de 25 km. Les cultivateurs sont obligés de porter leur récolte sur leur tête et parcourir de longues distances. Oui, je voulais appeler parce que notre route est mauvaise. C'est pourquoi j'ai joué le tambour pour que tout le monde vienne travailler la route parce que notre route est mauvaise. De Mboas, non, c'est très mauvais. Là, les voitures ne viennent pas, non. On porte toujours des choses sur la tête pour aller en bois sur les plantains, tout. C'est pourquoi la route est tellement mauvaise. Et à cause des tas de routes désastreuses, nous sommes obligés, quand il pleut comme ça, là, les voitures ne peuvent plus traverser. Nous sommes obligés de porter les choses sur la tête. Quant aux commerçants qui s'y rendent, difficile de faire de bonnes affaires. La route impraticable rend impossible l'écoulement des produits champêtres. On cultive un peu de tout, mais seulement la route qui nous menace beaucoup. Quelqu'un comme moi, je suis bayancé là. Mais ici, chez nous, on achète un régime de plantain à 300. Mais même à 300, là, on ne réussit pas à faire sortir ça. Parfois, les voitures n'ont pas possibilité d'entrer. Parfois, on abandonne les plantains en brousse pour problème de route. Donc, nous, on souffre beaucoup ici, là. Le village Ninon a mal à ses infrastructures. Les habitants, qui pensent être coupés du reste du pays, réclament entre autres l'électrification, la création et l'équipement des formations sanitaires, le développement de la zone. Le Cameroun est désormais inscrit sur la liste des pays à haut risque de contamination au Covid-19. C'est du moins ce que révèlent des autorités allemandes en s'appuyant sur le dernier rapport de leur institut gouvernemental en charge de la prévention et du contrôle des maladies. À cet effet, les autorités allemandes ont renforcé les restrictions pour les voyageurs en provenance du Cameroun et 4 autres pays africains. Selon les autorités allemandes, l'OMS a déclaré que le taux de couverture vaccinale anti-Covid est très faible au Cameroun. Comment
expliquer une telle situation alors que le gouvernement multiplie les campagnes de sensibilisation sur l'enjeu de se faire vacciner contre le Covid-19? Où en est-on avec cette stratégie vaccinale? Élément de réponse avec Leclerc Tsakem qui a scruté toute la région de l'Ouest afin d'évaluer la mise en œuvre de cette stratégie vaccinale. Reportage. Plus de 6 mois après le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid au Cameroun, le constat est triste. En ce qui concerne le taux de couverture vaccinale, ce taux reste considérablement faible en dépit de tout le radar qui a été fait autour de la vaccination. Allez-vous faire vacciner contre cette terrible maladie qu'on appelle coronavirus? Au niveau de la région de l'Ouest, nous sommes à 2,2%. 2,2%, c'est autour de 32 000 personnes vaccinées pour une cible de 1 160 000. Et la population totale de l'Ouest est estimée à un peu plus de 2 millions. Nous sommes encore en dessous de 1% de couverture par rapport à la population générale. D'où l'intensification de la vaccination qui aujourd'hui a fait ses preuves dans les autres continents. Nous observons comment les gens vont déjà dans les stades en Europe de notre population soit vaccinée pour pouvoir contrer l'évolution de cette maladie qui ne fait que galoper dans notre pays. Dans la région de l'Ouest, l'un des principaux foyers de contamination, les autorités regrettent l'attitude des populations qui semblent encore ignorer l'importance de la vaccination. À l'effet de maximiser la sensibilisation et la vaccination, la délégation régionale et ses partenaires ont opté pour une nouvelle stratégie, la mise sur pied d'un vaccinodrome loin des formations sanitaires. Nous avons prépositionné les vaccins dans toutes les formations sanitaires, ceci pour permettre aux populations, chacun en ce qui le concerne, d'avoir accès aux vaccins et aux sites de vaccination. Avec le temps, on s'est rendu compte que la pandémie du Covid a créé au sein des populations une certaine psychose. Certaines personnes refusent de fréquenter des formations sanitaires pour se vacciner. C'est pour cela que le gouvernement de la République, avec l'appui du partenaire CDC Africa, a trouvé nécessaire de créer d'abord dans les 3 grandes villes de notre pays. Nous sommes réunis ce jour pour lancer les activités de ce vaccinodrome. Les agents vaccinateurs ont été recyclés durant 3 jours et déployés sur le site. Déjà fonctionnel, le vaccinodrome accueille les populations qui souhaitent recevoir leur dose de vaccin, qu'il s'agit du vaccin Johnson & Johnson ou Sinopharm. L'Afrique est-elle condamnée à vivre dans le sous-développement? Le célèbre universitaire Jean-Emmanuel Pondy pose un regard critique sur les démarches entreprises en vue de sortir le continent, en vue de transformer le continent de manière structurelle. L'intellectuel déplore l'extraversion des politiques africaines et le manque d'un véritable leadership éclairé. Il s'exprimait ainsi lors d'une conférence débat organisée à Douala. Compte rendu d'Alaskana et Donald Brice Kamgan. 50% de réserves mondiales de diamants, 20% de réserves d'uranium, 85% de réserves de phosphate sont sur le continent africain. En dépit de ce potentiel, l'Afrique meurt de faim et de soif. Bref coup après le développement depuis 60 ans. Un vrai paradoxe pour le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Selon l'universitaire, le continent pêche à divers niveaux. D'abord, un système éducatif loin des besoins de l'Afrique. Le système éducatif que nous avons part du principe que l'Afrique est pauvre. Ce que moi je conteste bien sûr. Je ne pense pas que nous soyons pauvres. Je pense que l'Afrique a beaucoup de ressources, mais qu'il faut transformer en richesse. La transformation de ressources en richesse veut dire que ces ressources sont pour le bénéfice des populations africaines d'abord. À ce moment-là, ça devient des richesses. Et c'est le challenge que nous avons aujourd'hui, de s'assurer que l'immense palette de ressources dont nous disposons est utilisée d'abord pour le bien-être des Africains qui en sont les possesseurs. Ensuite, l'absence de prise de conscience des potentialités et des ressources humaines et naturelles du continent. Un état de fait qui ne peut être corrigé que par une réforme profonde des mentalités. Le développement ne s'amène pas d'ailleurs pour être reversé en Afrique. Il ne peut être qu'endogène. Mais il peut se fortifier par des expériences venues d'ailleurs. Parce que je ne suis pas en train de prôner l'autarcie de l'Afrique, non. Mais je dis que l'Afrique doit d'abord être le moteur de son propre développement. Maintenant, il peut ajouter d'autres expériences pour fortifier son approche.
Lors d'une conférence débat sur les obstacles à l'émergence du continent africain, l'université a posé un regard global sur les réformes nécessaires pour un décollage à court, moyen et long terme de l'Afrique. Un choc d'idées organisé par l'Institut panafricain pour le développement. C'est même ça le sens de cette conférence, c'est le débat contradictoire qui permet des sorties plus fortes, comme a dit le professeur Jean-Emmanuel Pondy. C'est l'échec qui nous permet de nous préparer pour mieux affronter l'avenir, pour mieux améliorer. Et l'IPD rentre bien dans cette logique, a été toujours dans cette logique d'ailleurs par les pères fondateurs que nous avons eus, mais le monde évolue et il faut adapter les besoins, les priorités sur l'évolution du monde. La conférence qui a rassemblé étudiants, chercheurs, administration publique et enseignants a donné lieu à des échanges vifs et nourris. Plus du sous-développement, l'Afrique vit au rythme des coups d'État. Illustration au Soudan, où le nouvel homme fort, le général Abdel Fattah el-Burhan, a fait un passage en force après des semaines de tensions et de violences enregistrées dans ce pays. Le gouvernement et le Conseil de souveraineté ont été dissous. Le pays plonge dans l'incertitude totale. On fait le point avec Eric Ouattat et Julienne Berthe-Bissaye. Après le putsch manqué de fin septembre dernier imputé à des partisans de l'ancien président déchu Omar el-Béchir, le Soudan est à nouveau plongé dans le chaos. Aux premières heures de ce lundi 25 octobre 2021, des forces armées sous la conduite du général Abdel Fattah al-Burhan procèdent à l'arrestation du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok pour avoir refusé de soutenir un coup d'État, indique le ministère de l'Information. D'autres dirigeants civils du Conseil de transition sont appréhendés à leur domicile. Des arrestations contestées par les populations sorties en masse pour crier leur ras-le-bol. Une manifestation durant laquelle une douzaine de manifestants seront blessés par des tirs des forces armées. À la tête des autorités de transition au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan dissout le gouvernement, le Conseil de souveraineté et décrète l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Réitérant son attachement à la transition vers un état civil, le nouvel homme fort du Soudan annonce la formation d'un nouveau gouvernement composé de personnes compétentes. Réagissant au coup d'État survenu au Soudan, les États-Unis, dont l'émissaire Jeffrey Feldman était la veille dans le bureau du Premier ministre, aujourd'hui détenu en lieu secret par l'armée, ont prévenu que tout changement du gouvernement de transition mettait en danger l'aide financière. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, appelle la communauté internationale à remettre la transition soudanaise sur les rails. Cependant, la Ligue arabe et l'Union africaine appellent au dialogue. Depuis la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019, le Soudan est divisé entre civils et militaires. Au Burkina Faso, la question de l'audition des témoins au procès de l'assassinat du président Thomas Sankara fait grand bruit. Sur la soixantaine censée passer à la barre ce lundi 25 octobre, de nombreux témoins ont répondu aux abonnés absents. Parmi eux, Jean-Christophe Mitterrand, conseiller aux affaires étrangères de François Mitterrand, Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, et Jacques Lang, ministre français de la Culture aux Affaires en ce temps-là. Pourquoi le paiement des primes est-il une épine dans les crampons des footballeurs retenus pour les sélections nationales africaines? Tenez par exemple, les Super Eagles du Nigeria avaient été éliminés en huitième de finale de la Coupe du Monde France 98. Pourtant, ces champions olympiques en titre avaient tous les atouts pour aller le plus loin possible dans cette compétition qui accueillait pour la première fois les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le parcours de ces deux équipes africaines en Coupe du Monde France 98, ce parcours est raconté dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat dans le cadre de Chemin de Cannes. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Just 2 days after the first CAF Congress, the first Africa Cup of Nations was held in Khartoum, with matches pitting Sudan against Egypt and Ethiopia against South Africa. But due to South Africa's exclusion, Ethiopia went straight through to the final. L'Afrique du Sud, réadmise au sein de la Confédération africaine de football et à la FIFA en 1992. Les Bafana Bafana ont déjà marqué en 2 ans
des points importants dans leur participation à la fête continentale du football, remportant pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, la 20e édition de 1996 à domicile, et sacré vice-champion 3 mois plus tôt, avant la phase finale de la Coupe du Monde France 98, en ce mois de juin. Logeant dans le groupe C aux côtés de la France, pays organisateur, les champions d'Afrique 96 font un dur apprentissage de la compétition à leur premier match, battu d'entrée de jeu 3-0 par les Bleus de France. Ce 12 juin 98, au stade Vélodrome de Marseille, devant près de 50 000 fans des Bleus, l'ancien Girondin de Bordeaux, Christophe Dugarry, ouvre le score à la 36e minute. L'enfant de Castellane, Zidane. Troisième corner depuis le début de la partie. Rentrant, tête et but de Dugarry, superbe, et voilà Dugarry qui se signale comme il l'avait promis. Troisième but pour Dugarry avec l'équipe de France. En deuxième manche, sous la pression des Gaulois, le défenseur Pierre Issa offre le break de 2-0 sur ce but contre son camp. Qui tire et qui marque car le ballon est détourné dans son propre but par Pierre Issa. Infortuné Pierre Issa qui réalise ici même le 1600e but en phase finale de Coupe du Monde. Et dans le temps additionnel, Thierry Henry inscrit le 3e but français à la 92e minute. Récupération de la poitrine pour Thierry Henry, encore et toujours, attention, Thierry Henry qui pique sa balle devant Jackson et qui marque le 3e but de l'équipe de France dans cette partie. Festival de la gazelle de cette équipe. Et l'équipe Sur cette cuisante défaite, les Sud-Africains revoient la copie tactique de leur jeu, accrochant un but partout 6 jours plus tard le Danemark, but de Alan Nielsen à la 12e minute. Alan Nielsen. And somewhere in that South African defence, somebody had gone to sleep because they ought to have tracked back with Alan Nielsen. Et à la 51e minute, Benedict McCarthy égalise. C'est le premier but de l'Afrique du Sud dans une Coupe du Monde. It's South Africa's first goal in the World Cup finals. À la 3e et dernière journée, ils contraignent une fois encore les Saoudiens au partage de points sur un score de 2 buts partout. D'abord, but de Sean Bartlett à la 18e minute. Dans le temps additionnel de la première manche, égalisation de Sami Abdullah Al-Jaber à la 47e minute. Al-Jaber against Johannes Vonk. 1-1, but the goalkeeper unlucky. L'Arabie Saoudite, qui a déjà perdu 2 fois ses précédentes sorties, compte remporter son premier match de Coupe du Monde sur cet avantage de Youssef Al-Touniyan à la 74e minute. Oh, he's given a penalty. Well, Al-Touniyan takes the second penalty, and this time the goalkeeper goes the wrong way, and Saudi Arabia lead 2-1. Contre toute attente, les Sud-Africains obtiennent un pénalty dans le temps additionnel. Third penalty and an extraordinary finish to this match. Bartlett, who scored the first, and scores surely the last. 2 buts partout au coup de sifflet final. Les champions d'Afrique 96 n'ont pas été ridicules, retournant à la maison avec 2 points en 3 matchs livrés. Le premier apprentissage en Coupe du Monde a plutôt été très enrichissant pour les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. 5e et dernier représentant africain dans cette Coupe du Monde, le Nigeria. Passés à un micron de jouer leur premier quart de finale de Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis, les Super Eagles, logés dans le groupe D, rentrent en grande pompe dans le tournoi au stade de la Beaujoire de Nantes, ce 13 juin 1998, battant 3-2 la grande équipe espagnole de Raúl González et le canonnier Fernando Hierro, qui ouvre ici le score à la 21e minute. Une de leurs plumes arrachées, les Super Eagles la récupèrent rapidement sur une égalisation de Muthio Adepudjo à la 24e minute. Les deux équipes vont à la pause à 1 but partout. À peine l'arbitre américain Esfandia Bahamast donne le coup d'envoi de la deuxième manche. Le faux follet Raúl González redonne avantage à la Roi espagnole à la 47e minute. Menés 2 buts à 1, les Nigérians pressent leur adversaire
et arrache l'égalisation sur ce but contre son camp du gardien Andoni Zubizarreta à la 73e minute. Передача в штрафную. Можно назад. Ну! Боже мой! Вот это да! 2-2. Ну, вратари удивляют. Et 5 minutes plus tard, coup de tonnerre à la Beaujoire sur cette frappe de Sondé au lycée, à la grande stupéfaction des supporters espagnols. Да, не исполняет танец Рупай вратарь, а это, конечно, потрясает. 3-2. La Roa espagnole chute de son piédestal de favori, classée désormais dernière à 0 points derrière le Paraguay et la Bulgarie, qui ont fait jeu égal 0 but partout à cette première journée de phase de groupe. Deuxième journée dans ce groupe D, les Super Eagles croisent la Bulgarie, qu'ils connaissent bien pour l'avoir atomisé 3-0 à l'édition de 1994 aux États-Unis. Au Parc des Princes de Paris ce 19 juin 1998, le Nigeria assure l'essentiel. But de Victor Ikpeba à la 28e minute. C'è questa bella azione che porta al gol, che poi è l'unico gol. 27esimo, una grande azione della Nigeria con Babayaro. 2 victoires en 2 sorties. Les Super Eagles sont en 8e de finale, la deuxième de leur histoire en Coupe du Monde. Même si à la 3e et dernière journée, ils perdent 1 but contre 3 face au Paraguay. Avec cette ouverture du score de Celso Ayala dès la première minute de jeu. Sans attendre, les Nigérians égalisent sur ce but de Wilson Oruma à la 11e minute. Got themselves in a bit of an early pickle here. Here comes Oruma! A level! Si à la 58e minute, Angel Miguel Benitez Pavón redonne avantage aux siens sur ce deuxième but. It's a brilliant goal! And Paraguay have the lead again! Et en toute fin de match, José Cardoso met les siens à l'abri de toute surprise sur ce troisième but à la 86e minute. Ce score ruine toutes les chances des Espagnols qui ont pourtant atomisé les Bulgares 6 buts à 1 puisqu'ils sont éliminés au premier tour de la Coupe du Monde de France 98. Le Nigeria en tête à 6 points et le Paraguay 5 points poursuivent l'aventure en 8e de finale. Encore une affaire de prime à l'africaine secoue le nid des Super Eagles et perturbe la concentration des joueurs quelques heures avant le match contre le Danemark. Il y avait des problèmes dans l'équipe avant le match, tout le monde le savait. Nous avions des joueurs et bien d'autres choses. Si tout cela n'est pas bien harmonisé, ça affecte l'équipe qui que vous soyez. Les sémillants Super Eagles sont méconnaissables devant le Danemark, laminés devant 77 000 spectateurs. 1, 2, 3, 4-0. Le festival de buts démarre à la 3e minute. Michael Laudrup passeur pour Moller Nielsen. Denmark in front after 3 minutes. Moller Nielsen rend la politesse de passer à Brian, le frère de Michael Laudrup, pour le 2-0. Nigerian side. Remember, he's the man who has in past World Cups coached Costa Rica, Mexico and the USA. 12 minutes gone and Brian Laudrup, the instigator here at the end of the move where it counted, at the sharp end. And the man on his way to Chelsea, giving Denmark 60e minute, encore Michael Laudrup dans son rôle de passeur offre la balle du 3-0 à Ebe Sound. Would become 3-0. Laudrup involved and Ebe Sand with the finish. The substitute who'd been on the field less than half a minute, repeating the feats achieved by Gianfranco Zola in the Cup Winners' Cup final and by Lars Ricken in the 97 European Champions League final when scoring as a substitute inside 30 seconds. Et enfin 76e minute, Martin Jorensen sert Thomas Helveg qui signe le 4e but danois. A simple finish from Helveg. The Danes in the stadium could hardly believe it. Were we going to have a similar scenario to what happened 6 years ago in the European Championships in Sweden when the unfancied Danes stole a march, came from nowhere and won the tournament?
Prestation déplorable pour les Super Eagles, qui sauvent du moins l'honneur à la 78e minute. But de Tidjani Babangida. He was outstanding, but it was Babangida, the Ajax man, one of the fastest players in the tournament, who got the consolation. 4 buts à 1. Les Nigérians sont éliminés de la Coupe du Monde, une fois encore à l'étape des huitièmes de finale, comme en 1994 face à l'Italie. Le premier quart de finale des Super Eagles du Nigeria, ce sera pour la prochaine fois. S'ils n'étaient pas naïfs, ils auraient battu aisément le Danemark. Ils ont passé le temps à discuter des primes, perdant leur concentration avant le match. Plus focalisés sur l'argent, la partie était perdue d'avance. Du moins pas si sûr que des leçons soient tirées de cet amateurisme qui gâche les probabilités des équipes africaines d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Was a similar effort, not with the same wind intensity, and Rufai was caught out. Quand tout le monde vous dit on va gagner la Coupe du Monde, une équipe ne gagne pas seulement grâce aux joueurs. Une équipe, c'est pas seulement les 11 qui jouent. Une équipe, c'est aussi dans la performance. Il faut savoir que l'équipe s'étend au banc, aux remplaçants, à l'encadrement technique, donc à l'encadrement administratif et politique et à l'encadrement médical. Tout cela vous aide, participe. Or, ce n'est pas parce qu'on peut gagner sans ça en Afrique, mais quand plus vous monterez, plus vous rencontrerez des équipes qui auront ces atouts dans leur bagage. Si vous ne les avez pas et vous croyez que vous allez gagner parce que vous avez des joueurs, les autres aussi ont des joueurs. Quand nous, on a quelques professionnels en Europe, les autres ont tout un championnat où nous allons jouer. Donc, nous ne pouvons pas les battre juste parce que nous avons quelques joueurs. C'est pas possible. Donc là... Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.